Mes parents ont encore oublié mon anniversaire. Pas un appel, pas un texto. Une semaine plus tard, papa envoie un PDF. Vacances au ski en famille. Ta part, $2000. Je leur ai simplement coupé les vivres et je leur ai dit que j'arrêtais de payer leurs factures. Ils ont ri, sans me croire. Mais dès le lendemain matin, c'était la panique. J'ai eu 27 ans le mois dernier. Personne dans ma famille ne s'en est souvenu. Pas un texto, pas un appel, pas même un vague message sur Facebook. Ce n'était pas surprenant, juste décevant. J'espérais toujours un petit quelque chose, un message vocal, peut-être une invitation à dîner, mais cela faisait maintenant 3 ans de suite qu'il l'oubliait. Chaque fois, je me dis de ne pas m'en soucier, et chaque année, ça me touche quand même. Cette fois, le coup a été plus dur. Peut-être parce que je venais de faire un virement à mon frère, encore une fois, pour son loyer. Peut-être parce que j'avais transféré $200 à ma mère la semaine d'avant, car le frigo était vide et elle ne pouvait pas attendre la fin du mois. Ou peut-être parce que j'avais payé leur internet en août, leur assurance auto en septembre, et leur facture d'eau juste 2 semaines avant mon anniversaire. La dernière fois que mon père a réellement payé quelque chose, j'étais à l'université. Donc, une semaine s'est écoulée. Rien. Le silence de leur part, pendant que je travaillais 55 heures cette semaine-là, y compris le jour de mon anniversaire. J'ai pensé à les appeler moi-même, juste pour voir quelle excuse ils inventeraient, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu. Puis, un jeudi après-midi, un PDF est apparu dans notre conversation de groupe familial. Pas de message, pas d'objet, juste un fichier nommé dépenses voyage ski 2025.pdf. Je l'ai ouvert, pensant que c'était peut-être une blague. Ce n'en était pas une. Le PDF faisait 4 pages. La personne qui l'avait créé, probablement mon père, avait ajouté des petits émojis de ski à côté des titres de section. Il y avait un tableau des dépenses pour un voyage de 5 jours dans le Colorado, incluant les hôtels, la location de matériel, l'essence, les courses, les réservations de restaurants, et une ligne en bas qui disait « Part de Monica, $2000 ». Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai regardé la conversation s'animer comme si de rien n'était. Ma mère a envoyé une photo d'une veste de ski qu'elle voulait acheter. Mon frère a dit qu'il réservait la chambre avec la cheminée. Mon père a fait une blague, espérant que le jacuzzi fonctionnerait cette fois. Pas une seule mention de mon anniversaire, pas même une remarque sarcastique. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à près de 4 heures du matin, fixant le plafond et faisant les comptes dans ma tête. J'ai pris un carnet et j'ai listé chaque chose que j'avais payée au cours des 4 derniers mois. Loyer du frère, 3 mois, $2850. Électricité des parents, $113. Facture d'eau, $61. Courses chez Costco, $180 par mois, en moyenne. Internet, $89. Assurance auto, celle de papa, $142. Urgences diverses, probablement 4 cents de plus. Tout ça, en travaillant d'arrache-pied, en vivant dans un minuscule 2 pièces, et en renonçant aux vacances pour la 3e année consécutive. Je ne m'étais même pas acheté de gâteau d'anniversaire. À 7h42, j'ai envoyé un message dans la conversation, avec effet immédiat, j'arrête de payer pour quoi que ce soit. Gérez vos propres factures. Puis j'ai posé le téléphone et je suis parti travailler. Je m'attendais à un choc. Au lieu de ça, j'ai eu droit au sarcasme. Mon père a envoyé 3 émojis qui pleurent de rire. Ma mère a répondu « Oh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mon frère a posté un mème de quelqu'un qui retourne une table, avec la légende ou ambiance de drama queen. Et c'est tout. Comme si j'étais ridicule de poser une limite. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, et ce que je ne leur avais jamais montré auparavant, c'est que j'étais sérieuse. Chaque mot. Et je n'allais ni l'expliquer, ni le justifier. J'allais simplement disparaître de leur tableau financier. Dès le lendemain matin, les choses ont changé rapidement. À 9h13, ma mère a textoté, Internet est coupé. Peux-tu vérifier le paiement? À 9h17, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. À 10h41, j'ai reçu un message vocal de mon frère. Il était en panique. Son propriétaire avait envoyé un avis. Le loyer n'avait pas été reçu. Il avait jusqu'au 5, où il serait expulsé. C'était la première fois que j'entendais une véritable panique dans leur voix.
C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui avait toujours été en arrière-plan, mais que je ne m'étais jamais vraiment autorisé à voir, il ne pouvait pas se permettre de vivre sans moi. Il ne m'utilisait pas seulement comme un filet de sécurité. Il dépendait de moi pour empêcher que tout s'effondre. Et tout était sur le point de s'effondrer. Il n'avait aucune idée à quel point j'étais sérieuse. Mais ils allaient le découvrir, car je n'allais pas reculer cette fois. J'en avais fini d'être la personne responsable, pendant qu'ils se comportaient comme des adolescents sans conséquence. Le voyage au ski en famille. Il devrait trouver quelqu'un d'autre pour le payer. Les factures impayées. Plus mon problème. Et le loyer de mon frère? Disons simplement que le mois prochain allait être très différent. Dès le deuxième jour, ils sont devenus silencieux. Fini la planification du voyage au ski dans le groupe. Pas de questions, pas de nouvelles. C'était étrange, comme regarder une machine s'arrêter en fin de vrombir après avoir tourné sans interruption pendant des années. Je savais ce que ce silence signifiait. Ils se regroupaient, essayant de déterminer lequel d'entre eux pourrait m'atteindre en premier. C'était toujours la même routine, un peu de culpabilité, quelques blagues passives-agressives, puis une véritable séance d'apitoiement jusqu'à ce que je cède. Mais cette fois, je ne me sentais pas mal. Je me sentais fatigué. Une fatigue qui me faisait sentir que quelque chose était enfin en train de changer. Vendredi, mon frère a craqué le premier. Pas dans la conversation, directement à moi. Tu vas sérieusement me laisser me faire expulser pour une histoire d'anniversaire? J'ai fixé le message. C'est ce qu'il pensait que c'était. Un caprice. Comme si je les punissais pour un gâteau manqué. Je n'ai même pas répondu tout de suite. Des heures ont passé avant que j'envoie une seule ligne, tu as presque 25 ans. Débrouille-toi. Il l'a lu immédiatement et n'a plus rien dit. Samedi matin, mon père a appelé. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère, mais il s'est lancé dans un véritable monologue. Quelque chose sur la famille qui reste soudée, comment on s'est toujours entraidé, à quel point les choses avaient été difficiles depuis le Covid, et comment je devrais être assez mature pour comprendre. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai posé une seule question. Sais-tu quand était mon anniversaire? Il y a eu une pause. Puis il a ri nerveusement, et a dit, allez, Monica. Ne sois pas comme ça. J'ai raccroché. Lundi matin, la vraie panique a commencé. Ma mère a envoyé une capture d'écran de sa facture d'électricité. Il y avait cette grande bannière rouge en retard des paiements en haut. Pas de salutation, juste l'image et une phrase, peux-tu couvrir ce mois-ci, juste pour cette fois? Je n'ai pas répondu, j'ai juste réagi avec un pouce levé. Le mardi, j'avais 4 appels manqués de mon frère. Il a finalement laissé un message vocal, mi-criant, mi-suppliant. Il disait que le propriétaire lui avait donné un préavis de 5 jours. Qu'il était foutu. Que nos parents avaient promis de l'aider, mais qu'il n'avait pas un rond en ce moment. Il a dit que je le laissais pourrir pour un voyage au ski. C'est à quel point ils étaient déconnectés de la réalité. Il pensait encore que c'était à propos de vacances. Je l'ai rappelé. Il m'a demandé comment je pouvais lui tourner le dos comme ça. Il a dit que je n'avais jamais rien fait d'aussi cruel. J'ai répondu, tu n'as jamais payé une seule facture de ta vie. Tu as 24 ans. Commence maintenant. Il m'a dit d'aller au diable. Puis il a raccroché. La semaine a continué à s'aggraver pour eux. Ma tante m'a appelé en milieu de semaine, sortie de nulle part. Elle a dit avoir reçu un message étrange de mon père, lui demandant d'emprunter juste un petit coup de main pour le loyer. C'est là que j'ai su qu'ils étaient vraiment aux abois. Lui demander signifiait qu'il n'avait plus d'autres options. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment mes parents pouvaient être dans un tel pétrin, alors que je les aidais toujours. Je lui ai dit que j'avais arrêté. Elle a fait une pause, puis a dit, eh bien, c'est une bonne chose. Ce vendredi-là, ma mère a envoyé un autre message. Tout va être coupé. On a besoin d'aide. S'il te plaît. Toujours aucune mention de l'anniversaire. Aucune excuse. Juste l'attente habituelle et silencieuse que j'intervienne, que je répare, et que je disparaisse à nouveau. Mais plus j'attendais, mieux je me sentais. Il y avait cet étrange espace de calme qui s'ouvrait dans ma vie. Pas de chaos, pas de textos culpabilisants, juste la paix. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé faire du shopping. Du vrai shopping.
de nouvelles bottes, un vrai manteau d'hiver, un dîner au restaurant avec des amis. Je n'ai pas vérifié mon compte en banque 6 fois en traversant le centre commercial. Je n'ai pas refusé le dessert. Je ne me suis pas senti malade d'anxiété le lendemain matin. Pour la première fois depuis des années, mon argent était à moi. Pendant ce temps, mon frère a commencé à vendre ses affaires. D'abord, le fauteuil de gamer, puis sa montre connectée. Il a essayé de mettre en gage une tablette qu'il avait à peine utilisée. Il a dit sur les réseaux sociaux qu'il faisait une pause minimaliste de la technologie, mais je savais qu'il était fauché. Ma mère a arrêté de poster des photos de dîner. Les lumières derrière eux n'étaient probablement plus allumées. J'ai appris par un voisin qu'ils avaient commencé à couper le chauffage pour économiser l'électricité. Je n'ai pas pris contact. Je voulais qu'ils vivent cette situation, qu'ils ressentent vraiment ce que c'était d'être sans la personne sur laquelle ils s'étaient appuyés comme sur une béquille. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. J'étais la personne responsable depuis mes 19 ans. Celle qui se souvenait des anniversaires. Celle qui maintenait la conversation de groupe en vie. Celle qui leur rappelait quand l'assurance auto arrivait à échéance ou que le loyer était en retard. Maintenant, ils étaient perdus. Ils pensaient que je bluffais. Ils pensaient que je reviendrais sagement à ma place. Mais cette version de moi n'existait plus. La 3e semaine, le désespoir a commencé à se transformer en manipulation. Ça a commencé avec ma mère, qui a envoyé un long message dans le groupe, un paragraphe entier, ce qui était rare de sa part. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et a admis qu'ils avaient peut-être manqué certaines choses récemment. Toujours aucune mention directe de mon anniversaire. Toujours aucune excuse, juste des mots soigneusement choisis pour faire croire qu'il y avait eu un malentendu. Puis est venue la pirouette. Elle a terminé le message par « Nous voulons toujours que tu viennes au voyage de ski. Ce ne sera pas pareil en famille sans toi. Si l'argent est un problème pour toi, on peut peut-être réduire ta part. » Cette dernière partie m'a retourné l'estomac. Il pensait encore que le problème était que je ne pouvais pas me le permettre. Il pensait que j'étais en colère parce que je ne pouvais pas suivre. C'est à quel point ils étaient à côté de la plaque. Après tous les loyers que j'avais payés pour eux, toutes les factures que j'avais couvertes, ils me voyaient encore comme quelqu'un qui devait gagner sa place à table en contribuant davantage. Il ne s'agissait pas d'avoir oublié mon anniversaire, ou de ne jamais prendre de mes nouvelles. Il s'agissait de savoir si j'allais payer pour être incluse. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pris note. Ils n'étaient pas désolés. Ils avaient peur. 2 jours plus tard, mon frère s'y est mis. Il a envoyé une note vocale, ce qui était nouveau pour lui, et le tout suinté d'une fausse vulnérabilité. Il a commencé par « Écoute, je comprends. Je sais qu'on a merdé », mais il a rapidement basculé dans une tirade sur le fait que ça ne te fait pas seulement du mal à toi, ça nous fait du mal à tous. Le fait que tu nous aies coupé les vivres a tout fait s'effondrer. Cette partie m'a touché, mais pas comme il l'espérait. Car oui, tout s'était effondré. Leur nourriture, leur internet, leur chauffage, leur loyer, tout ça en seulement 3 semaines. Mais le simple fait que j'arrête de payer et causer ça, ce n'était pas normal. Ce n'était pas comme ça que des adultes étaient censés vivre. Il a terminé le message par « Si tu te soucies vraiment de la famille, tu sortiras de ce petit traitement du silence et tu nous aideras. On est une famille, Monica. On l'a toujours été. » C'était une version si tordue de l'amour, que j'ai failli en rire. Il ne m'avait pas appelé une seule fois quand j'étais malade plus tôt cette année. Il n'avait pas remarqué quand j'avais fait des doubles journées pendant des mois pour joindre les 2 bouts. Il ne m'avait même pas envoyé de texto pour mon anniversaire. Mais soudain, quand j'ai coupé l'argent, on était toujours une famille. Le truc avec la manipulation, c'est que ça ne marche pas quand on n'a plus besoin d'approbation. Le même jour, j'ai annulé l'abonnement Costco qu'ils utilisaient encore. Ils l'ont remarqué en moins d'1 heure. Ma mère a envoyé une capture d'écran qui disait « Abonnement inactif. Veuillez renouveler ». Je n'ai pas répondu. Le lendemain, mon père m'a demandé par texto pourquoi son assurance auto n'était pas passée. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le message vocal. Son ton était froid. Il a dit que si j'allais leur couper les vivres, très bien. Mais que j'aurais au moins dû les prévenir pour qu'ils puissent se préparer. Comme s'ils n'avaient pas eu des décennies pour mettre de l'ordre dans leur vie. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne et j'y ai transféré ce qui allait auparavant à leur facture.
J'ai nommé le compte fonds d'évasion. C'était symbolique, comme si je construisais enfin une vie pour moi-même, sans porter 3 adultes sur mon dos. Ce week-end-là, j'ai fait une excursion d'une journée avec des amis dans une ville au bord d'un lac, à proximité. Quelque chose de simple, mais de paisible. Pendant que nous déjeunions, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu une seule phrase de mon frère. Il me rejette la faute maintenant. Merci. J'ai éteint mon téléphone. Ils commençaient à se blâmer les uns les autres. Bien. Que les fissures apparaissent. Qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti pendant des années. Seul, sans soutien, acculé. Pendant des années, j'étais le ciment, la réparatrice, celle qui arrangeait tout quand le loyer était en retard, que le frigo était vide, ou que ma mère pleurait devant son solde bancaire. J'étais leur plan A, B et C. Et maintenant, ils réalisaient ce que signifiait vivre sans moi. Mais le pire? Ils n'avaient pas encore touché le fond. Loin de là. Le 1er du mois, le compte à rebours avait commencé. Mon frère avait 5 jours. 5 jours pour trouver son loyer ou faire face à l'expulsion. Je le savais parce qu'il me l'a dit directement, et pas de la manière passive-agressive habituelle. Il a été direct. Il a dit qu'il avait besoin de 950 $ ou qu'il était dehors. Pas de théâtralité, pas de blague, juste des chiffres. Pendant une seconde, j'ai ressenti ce vieux réflexe, celui qui me donnait envie de tout arranger, mais je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas répondu. J'avais déjà fait le virement, à moi-même, pas à lui. Le 2e jour, il a posté une vente de déménagement sur Facebook. Tout était trop cher, comme s'il ne comprenait toujours pas la situation dans laquelle il se trouvait. Je l'ai vu poster un casque audio à réduction de bruit à peine utilisé pour 3 cents $, et un moniteur de jeu d'occasion pour 4 cents $. Il a dû être désespéré rapidement, car 2 heures plus tard, les 2 prix avaient été réduits de moitié. Le 3e jour, ma mère a commencé à appeler. 10 appels manqués. Elle a finalement textoté. Il n'a nulle part où aller. Tu vas vraiment laisser ton propre frère vivre dans la rue? Puis, sans prévenir, elle a ajouté, il nous a dit que tu avais proposé de l'aider. Maintenant tu l'ignores. Ça m'a arrêté net. Je ne lui avais pas dit un mot, pas depuis le message vocal où il me disait que je le laissais pourrir. Donc, soit ils mentaient pour rejeter la faute, soit ils essayaient de me culpabiliser avec une fausse histoire. Quoi qu'il en soit, ça voulait dire qu'ils étaient en pleine panique. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé le 4e jour. Je me préparais pour le travail quand j'ai entendu ma sonnette. Je n'ouvre généralement pas aux visites imprévues, mais j'ai jeté un coup d'œil par le Judas et je me suis figé. C'était mon frère, debout devant mon appartement, 2 sacs à ses pieds. Je ne lui avais jamais dit où j'habitais, pas une seule fois. J'avais quitté notre ville natale il y a 2 ans et je n'avais jamais donné ma nouvelle adresse à personne de ma famille. Je ne savais même pas comment ils m'avaient trouvé, à moins que ma mère ait gardé un de ces vieux colis Amazon que j'avais fait livrer chez eux une fois. J'ai entrouvert la porte. Il avait l'air anéanti. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il avait vendu tout ce qu'il pouvait, qu'il avait appelé tout le monde, et que nos parents avaient dit qu'ils ne pouvaient pas le reprendre, ce qui était un comble, vu qu'ils vivaient encore de leur compte Netflix. Je suis resté là pendant 1 minute entière, à le fixer. Pas parce que j'envisageais de le laisser entrer, mais parce que j'étais stupéfaite qu'il l'ait abandonné si vite. J'avais toujours supposé qu'il continuerait à le protéger, quoi qu'il arrive. Mais apparemment, avec Internet coupé et le frigo vide, il était un fardeau trop lourd, même pour eux. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas rester ici. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré, il a juste hoché la tête, ramassé ses sacs, et il est parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, j'ai découvert où il était réellement allé. Une fille avec qui il sortait au lycée a posté une photo de lui, endormi sur son canapé. Pas de légende, juste ses chaussettes qui dépassaient d'un tas de couvertures. Les commentaires étaient brutaux. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai rien dit à nos parents. J'ai juste observé. Le lendemain matin, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Cette fois, il n'était pas en colère. Il n'était pas sarcastique. Il était calme. Il a dit qu'ils étaient inquiets. Que mon frère ne répondait plus. Qu'ils avaient peur de la tournure que tout ça prenait. Il a terminé le message par « Je crois qu'on a vraiment tout gâché ». C'était la première fois de ma vie que je l'entendais admettre une faute,
jamais. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'un avocat. Objet, avis de retrait de l'autorisation sur le compte joint familial. Apparemment, mes parents me retiraient enfin en tant que co-signataire de leur carte de crédit, celle qu'ils m'avaient supplié de co-signer il y a 5 ans parce qu'ils n'avaient pas un bon dossier de crédit. J'ai pensé que ça me ferait du bien, comme un point final. Mais ensuite, j'ai lu la suite. Ce n'était pas juste un retrait. Ils avaient accumulé plus de 14 000 $ de dettes dessus, le tout à mon nom. Et comme j'avais arrêté de payer, ils étaient en défaut de paiement. Ils n'étaient pas seulement en train de sombrer. Ils essayaient de m'enterrer avec eux. Je pensais que le pire était derrière moi, que leur couper les vivres serait la partie la plus difficile. Ce n'était pas le cas. Quand j'ai reçu l'email de l'avocat représentant la société de carte de crédit, j'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de café frais. Je me souviens de l'objet, statut du compte joint, action urgente requise. Ce café a refroidi. Il s'est avéré que mes parents n'avaient jamais cessé d'utiliser la carte que j'avais co-signée il y a des années. Je pensais que si. Je pensais que geler les factures signifiait tout geler, mais apparemment, ils l'avaient juste tranquillement maximisé avant que le gel ne prenne effet. Plus de 14 000 $ de dépenses, le tout à mon nom. Et maintenant, c'était en défaut de paiement. Ils ne m'ont jamais rien dit, jamais rien demandé, ils ont juste continué à dépenser. J'ai parcouru l'historique des transactions comme si je regardais un accident de voiture au ralenti, vol, location de voiture, achat à l'Apple Store, DoorDash. Presque tous les 2 jours, il y avait une dépense. 1 200 $ pour un service de location de chalet. Une semaine après mon anniversaire, alors que j'étais seul à manger des restes de pad thai sur mon canapé, ils étaient assis près d'une cheminée dans les montagnes, à mes frais. J'ai appelé la banque et j'ai bloqué tous les comptes partagés restants. Puis j'ai appelé un avocat. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste restée assise, immobile, pendant un moment, essayant de comprendre jusqu'où tout cela était allé. Mon score de crédit était déjà en baisse. Mes taux d'assurance pourraient être affectés. Un défaut de paiement de cette taille pourrait me causer des problèmes pendant des années. L'avocat était calme, efficace, il m'a dit que je n'étais pas seul. Que l'abus financier de la part de membres de la famille arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ça ne m'a pas fait me sentir mieux, mais au moins, ça m'a donné une direction. J'ai commencé le processus de séparation légale. J'ai déposé des documents pour contester les frais, envoyé des copies de mails et de textos, fait des captures d'écran de chaque demande qu'ils avaient faite au cours de l'année écoulée, tout. L'avocat m'a également conseillé de les bloquer, au moins temporairement, pendant que le dossier était en cours de constitution. Je l'ai fait. Je pensais qu'ils allaient paniquer, peut-être essayer de se repointer, mais ils sont restés silencieux pendant des jours, puis une semaine, jusqu'à ce que mon frère se présente à mon travail. Je venais de finir de déjeuner et je retournais au bâtiment quand je l'ai vu, debout près de l'entrée, sweat à capuche relevée, des cernes sous les yeux, l'air de ne pas avoir dormi. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé où je travaillais, probablement via LinkedIn. Ou peut-être qu'il avait demandé à nos parents. Il a appelé mon nom, mais je n'ai pas arrêté de marcher. Il a suivi. Il a dit qu'il voulait juste parler. Que maman et papa paniquaient. Qu'ils avaient reçu une sorte de lettre d'une agence de recouvrement. Que le voyage au ski avait été annulé. Qu'ils envisageaient de vendre la voiture. Tout est sorti comme un flot. Puis il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. Il a dit, tu aurais juste dû payer comme d'habitude. Ça n'avait pas besoin de devenir si moche. Cette phrase m'a coupé le souffle. Il n'a pas dit on est désolé. Il n'a pas dit on n'avait pas réalisé ce qu'on faisait. Il a dit que j'aurais dû arranger les choses, comme si c'était mon travail, comme ça l'avait toujours été. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, vous ne comprenez vraiment pas. Il ne s'agissait pas d'argent. Il a haussé les épaules, m'a dit que je surréagissais. Que j'essayais de déchirer la famille pour ce qu'il a appelé de stupides factures. C'est là que je suis parti. Je l'ai bloqué à la seconde où je suis arrivé à mon bureau. Puis j'ai bloqué mes parents aussi. Téléphone, email, réseaux sociaux, tout. Disparu. Ce week-end-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas entendu un seul mot d'eux. Pas de texto, pas d'appel, pas de culpabilisation, rien. J'ai recommencé à me sentir normal. Je suis allé me promener dans le parc près de mon appartement,
j'ai fait mes courses sans calculatrice à la main, et j'ai pris une longue douche sans penser à qui allait m'appeler ensuite. Puis, 2 semaines plus tard, mon avocat m'a envoyé un email. Ce n'était pas des documents juridiques cette fois. C'était l'image scannée d'une lettre, manuscrite, envoyée à son cabinet. Pas d'adresse d'expéditeur. C'était de mon père. Cela seul aurait suffi à me prendre au dépourvu. Mais ce n'était pas juste un mot. C'était des pages. 4 pages complètes écrites d'une écriture inégale. L'encre était passée par endroits, comme s'il avait commencé à pleurer à mi-chemin et n'avait pas pris la peine de corriger. Il disait qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais réalisé à quel point j'avais pris en charge. Qu'ils s'étaient appuyés sur moi si longtemps qu'ils avaient oublié ce que c'était que de se tenir debout. Il a dit que la dette n'était pas de ma faute, qu'ils allaient s'en sortir, même si cela signifiait vendre la maison. Et puis il a écrit quelque chose que je n'attendais pas, quelque chose qui m'a frappé plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait jamais pu le faire. Il a écrit, on a arrêté de te traiter comme une fille et on a commencé à te traiter comme une solution. Je ne pense même pas qu'on voyait encore la différence. Ça m'a anéanti. Je suis resté assise à mon bureau, la lettre imprimée entre les mains, et j'ai pleuré pendant 20 minutes d'affilée. Parce qu'il avait raison. C'est exactement ce qui s'était passé. Mais ça n'effaçait toujours pas ce qu'ils avaient fait, ni ce que je devais faire ensuite. J'ai gardé la lettre de mon père dans ma table de chevet pendant 3 jours entiers, pliée, sans la relire après ce premier instant. Pas parce que je n'y pensais pas, mais parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que je ressentais. J'avais attendu des années pour que l'un d'eux s'excuse. Pour qu'ils admettent qu'ils voyaient ce qu'ils faisaient. Et maintenant, alors qu'ils n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer, que leur désordre débordait, ils le faisaient enfin. Mais pas avec un appel, pas même avec une visite, juste une lettre envoyée par l'intermédiaire de mon avocat. Comme une confession scellée dans une enveloppe. Les mots me sont restés, surtout une phrase, on a arrêté de te traiter comme une fille et on a commencé à te traiter comme une solution. C'était ça. C'était la vérité que je n'avais jamais pu dire à voix haute. Et ça a changé quelque chose. Pas instantanément. Je ne me suis pas précipité pour les appeler, ou leur répondre, ou décider que tout était réparé. J'avais déjà fait ça avant. Cette fois, je suis juste resté silencieuse et j'ai attendu. Je voulais voir s'ils le pensaient vraiment, ou si la lettre n'était qu'une manœuvre de plus pour me faire revenir dans le rôle qu'ils avaient construit autour de moi. 2 semaines plus tard, ma tante a appelé. Nous ne sommes pas proches, mais elle a toujours été aux premières loges du dysfonctionnement. Elle a dit que mon frère était retourné vivre à la maison, qu'il dormait sur le canapé, et travaillait à temps partiel dans un magasin de bricolage. Pas de voiture, pas d'ordinateur portable, juste le calme. Rien que ça m'a choqué. Puis elle a dit autre chose. Apparemment, il allait au travail à pied le matin. C'est là que j'ai commencé à y croire. Juste un peu. Quelques jours après, j'ai vérifié mon compte de crédit et j'ai vu quelque chose d'étrange. Un paiement. Pas un gros, juste 92 $. Mais ça ne venait pas de moi. Puis un autre est arrivé une semaine plus tard. Et un autre. Ce n'était pas automatique ni régulier, mais c'était réel. Ils remboursaient la dette. Celle dont ils juraient qu'elle n'était pas de leur faute. Celle que j'avais failli laisser ruiner mes finances. Ils la remboursaient lentement, par leurs propres moyens. Je n'ai rien dit, j'ai juste observé. Puis, sortie de nulle part, ma mère a aussi envoyé une lettre. Elle était plus petite, plus courte, plus brouillonne, comme si elle l'avait écrite tard dans la nuit sans la relire. Elle disait qu'elle avait trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet dentaire, à répondre au téléphone. Qu'ils avaient commencé à faire un budget, pour la toute première fois. Elle a dit, l'argent du voyage au ski est passé dans les courses, et on a vendu quelques meubles pour rattraper le retard sur les factures. Mais le dernier paragraphe m'a marqué. Je n'avais pas réalisé à quel point on comptait sur toi jusqu'à ce que tu arrêtes. Pas seulement pour l'argent, pour tout. Tu as toujours été celle qui empêchait les choses de s'effondrer. Je crois qu'on a juste oublié que tu avais besoin de soutien, toi aussi. Pendant longtemps, je n'ai pas su ce que je voulais d'eux. J'imaginais des excuses, puis un effondrement, puis des retrouvailles spectaculaires. Mais dans le calme de mon propre appartement, la dette diminuant enfin, le téléphone ne sonnant plus à toute heure, j'ai réalisé que ce que je voulais, c'était ce que j'avais enfin, la paix. Je ne me suis pas précipité pour leur pardonner. Je ne les ai pas débloqués d'un coup, ni ne me suis pointé pour dîner.
Mais j'ai fait quelque chose. J'ai envoyé un seul message, juste à mon père, puisque c'était lui qui avait commencé. J'ai dit, je suis contente que vous commenciez à vous en sortir. Il ne s'agit pas d'argent. Ça n'a jamais été le cas. J'avais juste besoin de ne plus être votre bouée de sauvetage. Pas d'émoji, pas de surexplication. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, des heures plus tard, c'était juste ceci, on comprend maintenant. On apprend. Merci de nous avoir laissé tomber. Tu nous as probablement sauvés. C'était la première fois qu'ils me remerciaient pour quelque chose de réel. Je ne leur ai toujours pas rendu visite. Je maintiens toujours mes limites. Je n'envoie pas d'argent. Je ne propose pas de réparer quoi que ce soit. Mais ils ont arrêté de demander. Ils ont arrêté d'appeler pour des urgences. Mon frère a enfin arrêté de prétendre qu'il était le plus à plaindre. Non. Maintenant, ils disent merci. Pas pour les choses que je leur ai données, mais pour les leçons que je leur ai apprises en partant.